Bonsoir, nous sommes le 10 octobre, nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78. Nous faisons le tour de l'actualité locale comme chaque soir en direct à 18 h. Voici un aperçu des principaux sujets qui seront développés ce soir. Le Premier ministre a effectué ce matin une visite sur le plateau de Saclay, un coup de pouce au développement du projet surnommé la Silicon Valley à la française. Et Guillaume Pasquier, le directeur général délégué de l'établissement public Paris-Saclay, est l'invité de cette édition. 320 mètres de long, 60 mètres de dénivelé. Les choses se précisent pour la future piste de ski qui sera installé sur la colline d'Elancourt. Et puis le député de la 7e circonscription des Yvelines, Arnaud Richard, responsable de l'UDI dans le département, fera tout à l'heure le point sur la campagne municipale et la question des alliances également avec l'UMP. L'image du jour, politique encore, ce sont les militants socialistes qui sont appelés aux urnes depuis 17 h et jusqu'à 22 h. Ils vont désigner dans leur section les têtes de liste au municipal de mars prochain, comme ici à Saint-Cyr-l'École. Le second tour, si besoin, se déroulera le 17 octobre. Certaines communes des Yvelines ont déjà tranché afin d'accélérer leur campagne pour tenter de renverser quelques municipalités, à Montigny par exemple. Avec la désignation, nous en avions parlé de Vivien-Gasc. D'autres villes où la situation est plus délicate, c'est à Maurepas, puisque les adhérents doivent départager le conseiller général Ismaïl Havan d'Hervé Miclot, l'un des adjoints au maire actuel. Nous ferons le point sur ce dossier dans notre édition de demain. L'invité de ce journal, je vous le disais, c'est Guillaume Pasquier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général délégué de l'établissement public Paris-Saclay. Ce matin, vous avez reçu la visite du chef du gouvernement et de plusieurs ministres, dont la ministre à l'enseignement supérieur et la recherche. Au programme, inauguration d'un nouveau centre de recherche et développement pour EDF, visite également de ce campus Paris-Saclay, résumé de ce déplacement en introduction de cette séquence. Avant d'en parler plus en détail, reportage Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude. Mesdames, Messieurs, il est toujours un moment dans l'élaboration d'un grand projet où tout bascule. Tout bascule du rêve à la réalité. Et je crois qu'avec Paris-Saclay, nous sommes à ce moment-là, nous devons en être parfaitement conscients. Le chantier de la Silicon Valley à la française, c'est parti. Initié dès 2007, le projet Paris-Saclay a enfin bouclé son financement et peut donc démarrer. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était ce matin sur le campus à Gif-sur-Yvette pour inaugurer le centre de recherche et développement d'EDF. Il en a profité pour annoncer que 85 millions d'euros seraient débloqués pour la création d'un centre de recherche sur les énergies décarbonées. Projet scientifique unique en France, Paris-Saclay va proposer une idée simple, faire se croiser sur un même site étudiants, chercheurs, enseignants et le monde de l'entreprise. Le but, être à la pointe de l'innovation et faciliter la création de start-up axées sur les technologies de demain. En fait, en France, on a pas mal de PME, on a pas mal de start-up. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de plate-fond de verre. Et nous, ce qu'on pense, c'est que par la proximité du centre de recherche de Paris-Saclay, eh bien, on va être un vecteur qui va aider ces PME à croître. C'est quand même la recette qui a fait que la Silicon Valley et la Silicon Valley, nous, avec notre génie français, on veut faire la même chose, mais avec nos moyens et avec notre inventivité. Selon les prévisions, d'ici à 2030, 600 000 m² de locaux d'enseignement, de bureaux et de logements verront le jour. Côté transport, une liaison directe est prévue entre l'aéroport d'Orly et Versailles. 1/5 de la recherche française devrait se regrouper à terme sur 7 700 hectares de terrain. Le coût total du projet est estimé à près de 2,5 milliards d'euros. Guillaume Pasquier, en charge du développement de ce secteur, de cet ensemble avec l'établissement public Paris-Saclay. Quelle est votre réaction à cette visite de ce matin du gouvernement, cette pose de première pierre? C'est un peu une vitrine aussi pour Paris-Saclay. Très positive, évidemment. Notre réaction, c'était un jour très important pour Paris-Saclay et le thème de la visite du Premier ministre et le message qu'il est venu passer, c'est venu pour rappeler les fondamentaux de ce projet, un grand projet scientifique, un grand projet technologique qui s'inscrit dans le contexte d'un grand projet urbain, d'un grand projet d'aménagement. Et je crois que l'extrait du discours que vous avez choisi était le bon, puisque le message le plus fort de la journée, c'est un projet qui dure depuis un certain temps. C'est que c'est une réalité aujourd'hui. C'est que ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et le fait qu'il soit venu poser la première pierre de ce grand chantier d'EDF, et j'en dis un mot, EDF, ce sera au total 70 000 m², avec un centre de recherche et le centre de formation des cadres et des salariés d'EDF. Au même endroit, juste à côté de ce grand campus, intégré même à ce grand campus de l'Université Paris-Saclay. Excellente illustration de la coopération dont on espère des fruits nombreux entre la recherche publique et la R&D privée. Paris-Saclay doit réussir ce lien entre recherche et entreprise. C'est également extrait du discours de Jean-Marc Ayrault. Vous êtes d'accord forcément avec ça? Vous êtes en bonne voie pour le réussir aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'espère qu'on avance bien. Quand vous dites, il faut être très inclusif. Il faut dire, nous, l'établissement public, dans notre mission d'aménagement, notre mission de développement économique. Mais il faut aussi dire, j'ai vu Dominique Vernet dans le petit reportage, la Fondation de coopération scientifique, qui regroupe tous ces établissements connus et prestigieux qui sont sur le plateau, qui vont bientôt y venir. Citons les plus connus, citons l'École Polytechnique, l'Université Paris-Sud, le CEA, l'Université Versailles-Saint-Quentin, HEC. Et puis citons ceux qui vont venir, Centrale, l'ENS Cachan, etc., l'Institut Télécom. Donc ça, eux aussi sont en bonne voie puisque l'Université Paris-Saclay va devenir une réalité dès l'année prochaine. Et ça aussi, ça a été salué par le Premier ministre. Ce n'est pas simple, c'est même extrêmement compliqué. On va passer de 400 masters au total à une réorganisation pour en avoir 40. Imaginez le travail de fourmi que doivent mener... Et tous les acteurs arrivent à s'entendre, justement. C'est extrêmement compliqué, mais les progrès sont là. On peut déjà le dire, il y aura, à partir de la création de cette université, une unique école doctorale. Donc le doctorat sera labellisé Université Paris-Saclay. Et ça va donner une visibilité formidable à ce projet en France et bien au-delà, puisque immédiatement, l'Université Paris-Saclay sera parmi les meilleures du monde. Juste une parenthèse, Paris-Saclay, c'est un projet qui a été lancé par Nicolas Sarkozy, par le précédent gouvernement, sous une autre couleur politique. Aujourd'hui, vous avez toutes les assurances que le nouveau gouvernement, que le Parti socialiste va soutenir, quelles que soient les décisions qui ont été prises auparavant, l'avancée du chantier. Aujourd'hui, tout le monde, quelle que soit la couleur politique, marche dans le même sens. Je crois qu'on peut le dire, et j'ajouterai encore une composante à la fin de ma réponse. C'est un chantier, effectivement, qui a été lancé à l'époque du lancement d'un autre grand chantier, dont il n'est qu'une partie, le Grand Paris. C'était un chantier du Grand Paris. Et je crois qu'avec les messages que passe le Premier ministre, qu'il avait déjà passé l'année dernière dans une intervention il y a à peu près un an, c'est devenu un chantier du nouveau Grand Paris. Et les fondamentaux demeurent les mêmes. Ensuite, chacun se réapproprie, évidemment. Le gouvernement pilote ça forcément un peu différent, mais les fondamentaux demeurent les mêmes, et donc ce projet aujourd'hui fait consensus. Et je vais plus loin. Nous sommes ici en train de travailler, l'établissement public, il a été créé par la loi du Grand Paris, ça fait 3 ans que nous sommes au travail sur ce sujet. Il y a un immense progrès depuis 3 ans, c'est qu'il y a maintenant un consensus beaucoup plus fort avec les élus locaux. Les élus des 2 départements, les 2 conseils généraux, et puis... Yvelines et Essonne, puisqu'effectivement Paris-Saclay est à cheval sur les 2. Paris-Saclay est à cheval sur les 2 départements, on pourra développer ce point. Et puis les maires, sur les communes desquelles se passent tous ces développements, et on sait que ce n'est pas forcément simple à gérer pour un maire d'avoir de tels projets qui arrivent sur sa commune. La visite de ce matin, c'était aussi pour rassurer un petit peu tout le monde, rassurer les acteurs de terrain. Je pense. Vous avez sans doute aussi entendu le Premier ministre rassurer sur le fait que le métro du Grand Paris viendra bien avec sa ligne 18, connecter Paris-Saclay à l'ensemble de la région Île-de-France. Et ça, c'est un point essentiel. Sans ça, il ne peut pas y avoir un tel projet. Donc j'espère en tout cas que les messages passent et que les gens sont rassurés. Et puisque vous parlez des transports, justement, ce matin, ce sont nos confrères du Parisien qui annoncent que le prix du ticket de métro pourrait augmenter de 3% par an sur 12 ans pour financer ce super métro en rocade autour de Paris, sans compter aussi une hausse de la TVA de 7 à 10% au 1er janvier, ce qui inquiète forcément même le président de région Île-de-France, le président Jean-Paul Huchon, des répercussions aussi dans l'opinion publique. Là aussi, il va y avoir un travail aussi à faire passer, c'est que ce Grand Paris, ce Paris-Saclay, c'est important pour développer l'économie, développer l'image de la France, il va bien falloir le financer aussi et tout le monde va devoir contribuer. Alors, le grand métro, effectivement, alors il y a la ligne 18 qui passe donc d'Orly à Versailles en passant par le campus et puis par Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est celle qui nous concerne nous au quotidien, mais qui s'inscrit dans un système beaucoup plus grand, qui est un plan d'investissement que le gouvernement a baptisé de Nouveau Grand Paris, exceptionnel, comme on en connaît un tous les 50 ans en Île-de-France, pour remettre le système à niveau du niveau de population qui sont là et répondre à l'exigence de l'ensemble des citoyens. Aucun doute, ça coûte très cher. Mais alors, moi, aucun doute non plus, c'est rentable. C'est rentable à moyen et à court terme, et évidemment à long terme, sur l'impact que ça a en qualité de vie pour les gens, en valeur de l'habitat tout autour, et en attractivité économique de la région. Qui aujourd'hui, quand on a lancé le métro parisien en 1903, je suis sûr que nos prédécesseurs avaient des débats identiques. Ça va coûter très cher, tout ça. Qui aujourd'hui peut dire que ça a été un mauvais investissement? Eh bien, je suis persuadé que dans 50 ans, on dira la même chose sur le métro du Grand Paris. Pour l'instant, rien n'est tranché. Cette hausse de 3% par an sur 12 ans, c'est qu'une des pistes. C'est pas une annonce qu'on fait tout de même ce soir. Puisqu'on parle argent, en revanche, là, c'est plus concret. Nouvelle mobilisation de 85 millions d'euros pour faire du campus Paris-Saclay un leader mondial de la recherche scientifique et universitaire. C'est ce qui a été annoncé ce matin par le chef du gouvernement, donc en déplacement sur ce plateau de Saclay. C'est 66 millions pour un institut de transfert de technologie, 19 millions pour un centre de recherche sur
les énergies décarbonées. Plus concrètement, cet argent va servir à quoi? Comment il va être affecté, cette nouvelle enveloppe? Alors, ces deux enveloppes, d'abord, sont attribuées à Paris-Saclay au terme d'appels d'offres et de mise en concurrence. C'est le principe du grand emprunt. Le grand emprunt lance des appels d'offres. Les candidats partout en France y répondent et les meilleurs sont sélectionnés et obtiennent des financements. Les deux lignes que vous citez, la première est donc annoncée aujourd'hui, confirmée aujourd'hui par le Premier ministre, dont Paris-Saclay est lauréat. La première, ça s'appelle une société d'accélération des transferts de technologie. En quoi ça consiste? Ça consiste à l'intérieur de l'université Paris-Saclay, mettre ensemble la gestion des transferts de technologie, des brevets, etc., pour faire effet masse, ce qui a un impact très fort pour ce genre de choses. Donc ça, c'est un nouvel institut qui sera le service de transfert de techno de l'université. C'est extrêmement important. Le deuxième, je peux peut-être en dire un peu plus, c'est le projet qu'on appelle PS2E, Paris-Saclay Efficacité énergétique, et ça illustre très bien l'ambition de ce projet, à trois niveaux. D'abord, c'est un projet intégré avec les acteurs de la science. On y trouve plusieurs instituts de recherche, grandes écoles, universités, toutes membres de Paris-Saclay qui collaborent. Ensuite, on y trouve également les industriels, EDF, dont on vient de parler, Air Liquide, dans les Yvelines, au Loge-en-Josas, qui est un acteur majeur de ce projet. Donc, coopération public-privé pour faire du transfert de technologie. Le thème de ça, Paris-Saclay Efficacité énergétique, c'est l'efficacité et la flexibilité énergétique des installations industrielles. Donc on voit bien l'enjeu derrière, pour l'ensemble de l'industrie nationale, être à meilleur coût et puis saisir ces nouveaux marchés qui intéressent tous les industriels du monde. Et puis ensuite, troisième exemple, troisième belle illustration de ce beau projet PS2E, c'est que ça s'inscrit dans un territoire sur lequel les questions énergétiques sont prégnantes. Quand on construit autant de mètres carrés que ce qu'on va construire autour de ce campus et aux alentours, réfléchir très en amont avec des acteurs scientifiques de cette qualité à comment on fait pour que la ville soit économe en énergie, voire à énergie positive. Voilà des partenaires qu'on est très content d'avoir avec nous pour nous accompagner et nous aider à faire des choses intelligentes. Vous avez mentionné le terme campus et j'aimerais juste qu'on s'arrête là-dessus pour conclure cet entretien. Ce n'est pas qu'un campus Paris-Saclay, c'est beaucoup plus large que ça. On va en profiter pour repréciser vraiment votre rôle pour l'établissement public qui couvre 49 communes, 4 communautés d'agglomération sur 2 départements, Yvelines et Essonne. Alors ce n'est pas qu'une université, ce n'est pas qu'un campus Paris-Saclay, hein. Que les choses soient bien claires. Bien sûr, on parle beaucoup du campus et pour une raison simple, c'est que sans campus, il n'y aurait pas ce projet. Bon. Mais ce campus n'est surtout pas une île isolée du monde. Et au premier lieu, il doit être extrêmement bien connecté, c'est d'ailleurs l'un des enjeux du métro du Grand Paris, aux zones d'activité économique alentour. On peut citer Vélizy, on peut citer Buc, on peut citer l'ensemble économique de 51-Yvelines avec des grands comptes que vous connaissez, Thales, EADS, Renault, est implanté, etc. On peut citer Courtabœuf, côté essonien, Massy, etc. Donc l'enjeu, c'est que ces entreprises-là y trouvent leur compte et que le projet aille bien au-delà. Nous, établissement public, notre première mission, c'est évidemment l'aménagement. On fait l'aménagement du campus, mais on travaille aussi avec les élus et la communauté économique pour, je dirais, faire monter en gamme toutes ces zones économiques alentours, cet archipel de grandes zones économiques, les rendre plus attractives, plus dynamiques. Certaines ont de la capacité de croissance, d'autres peuvent se renouveler. Toutes, en tout cas, peuvent bénéficier de ce qui se passe au cœur de ce campus et de ce grand projet Paris-Saclay. On verra dans les prochaines années comment évolue ce dossier Paris-Saclay. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, Guillaume Pasquier. Et puis je rappelle que Jean-Marc Ayrault était ce matin à Saclay pour montrer le soutien du gouvernement au développement Paris-Saclay. Reportage résumé de ce déplacement du Premier ministre et du gouvernement à revoir sur notre site internet dès à présent. Avant d'imaginer un ensemble Grand Paris-Saclay, la réalité pour les communes, c'est pour l'instant le regroupement obligatoire en intercommunalité pour celles qui n'avaient pas encore franchi le pas. Il en reste quelques-unes. Ce regroupement sera opérationnel au 1er janvier. Du côté des Yvelines, la préfecture vient de trancher. Morpas et Coignères seront rattachés à la communauté de communes des étangs avec notamment le Perret et les Essarts. L'hypothèse d'un rapprochement avec Saint-Quentin en Yvelines avait un temps été évoquée. Ce n'était qu'une rumeur vieille de 20 ans et pourtant la colline d'Elancourt pourrait être transformée en piste de ski. Un projet étonnant qui reste pour l'instant encore secret malgré des avancées significatives que les principaux intéressés ne veulent pas toujours commenter. Vous allez le voir, les derniers éléments de ce dossier avec Anthony Reich. 320 mètres de long, 60 mètres de dénivelé, voilà à quoi pourrait ressembler la future piste de ski d'Elancourt. Mais avant de slalomer, il va falloir patienter encore quelques années. Pour l'instant, seuls des échanges sont en cours entre le promoteur du projet Sodéarif et la ville afin de vérifier la compatibilité technique et environnementale d'un skidome sur le point culminant d'Île-de-France. Après avoir modifié son plan local d'urbanisme en fin d'année dernière, la ville prévoit de lancer une enquête publique dans les prochains mois.
Ça fait 30 ans que cette colline des Lancours est laissée comme ça, de façon sauvage. Il y a eu plusieurs projets qui ont été bloqués les années. Donc c'est vrai qu'il faudra un jour essayer de valoriser pour la Clé de Saint-Pierre quand même ce magnifique site. Voilà, vous avez la colline la plus élevée d'Île-de-France. Bon, c'est vrai qu'on aimerait un qui a demain un bon restaurant qui soit là-haut, des pistes de glisse, des pistes de promenade pour les familles. Autre partenaire du dossier, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ne souhaite pas pour l'instant s'exprimer. Le skidome abritera des pistes allant de 100 mètres pour les leçons à 320 mètres pour les plus expérimentés. Vous pourrez apprendre le ski pour 19,95 € par heure et profiter de la piste pour 40 € la journée. À l'extérieur, le public pourra profiter d'un parc de plein air avec luge d'été et d'un magasin spécialisé en équipement de sport d'hiver. Au total, la piste élancourtoise devrait générer près de 200 emplois. Enfin, sur le plan financier, le projet serait uniquement à la charge du spécialiste hollandais de skidome, Snowworld, à hauteur de 50 millions d'euros. Le permis de construire devrait être délivré pour la fin d'année 2014 et les Saint-Quentinois pourraient skier à Noël 2016. Ça fait sourire, mais skier à Elancourt, ce sera sans doute une réalité. Y croyez-vous et surtout, cela vous fait-il rêver? C'est forcément la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. Micro-trottoir, la question du jour, micro-trottoir de la rédaction. Non, ça me fait pas rêver, non. Bon, ça peut peut-être plaire aux gens. Ça pourrait être sympa, oui, pour ceux qui aiment le ski. Une bonne idée, c'est génial. C'est génial. C'est bien pour les habitants, c'est bien pour les commerçants. Ça va donner un peu de coup de fouet au commerce de la Clé Saint-Pierre. Moi je fais du surf, bon rêver c'est toujours sympa, mais il faudrait un peu plus de choses, genre du vélo aussi, tout ça, aménager, je pense. Enfin il y a pas mal de choses à faire là-dessus, sur ce site-là. Donc bon, mais c'est pas mal, c'est vrai que c'est une bonne idée, si ça se fait. Ouais, ça peut être sympa pour tous les jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir au ski, et puis même histoire de s'amuser le midi, un petit peu. Nous allons reparler politique à présent dans ce 7-8 l'actu. L'UDI départemental qui vient de présenter ses premières têtes de liste pour les municipales de mars prochain. Une quinzaine d'investitures a été donnée. Sur notre secteur dans le département, Véronique Côté-Millard, maire UDI des Clés-sous-Bois, a reçu logiquement l'investiture. Investi également au Ménil-Saint-Denis, Quentin Abou, le fils de Nicolas Abou, l'ancien maire emblématique de Montigny-le-Bretonneux. Pour Maurepas, le président de l'UDI départemental a tranché. On se souvient des tensions entre l'ancien premier adjoint UDI qui souhaite le soutien de l'UMP, tout comme le responsable UMP de la ville, un duel Pierre Le Guérinel, Grégory Garestier. Mais pour Arnaud Richard, responsable de l'UDI dans le département, la situation est claire. Il ne mâche pas ses mots. D'ailleurs, c'était au micro de Catherine Zulato. L'alliance UMP-UDI entre Nicole Malaquin et Pierre Le Guérinel est le ticket gagnant. Ce que la plupart des observateurs, à part un ou deux pour des raisons qui m'échappent, je ne veux même pas comprendre, tout le monde en est convaincu. Et la situation, elle est assez claire. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le monde a envie de gagner Maurepas? Voilà. Question difficile, à laquelle ceux qui connaissent le terrain pourront répondre assez facilement. Moi, je veux qu'on gagne Maurepas et je veux qu'on gagne Maurepas avec Pierre Le Guérinel et Nicole Malaquin. Voilà. Est-ce que c'est un message que vous adressez à Grégory Garestier? C'est pour tout le monde. Voilà. C'est pour tout le monde, c'est pour tous celles et ceux qui connaissent la situation locale. Et puis je pense surtout aux Maurepasiennes et aux Maurepasiens pour qui tous ces petits arrangements entre amis, pas bien clairs, avec des gens qui s'autoproclament, des gens qui usurpent des identités politiques, moi je ne trouve pas ça bien. Arnaud Richard qui en profite donc pour mettre les points sur les i à l'encontre d'Erwan Le Gall qui se présente comme le responsable sur Maurepas du Parti radical UDI, une des composantes de l'UDI, ce Parti radical. Écoutez. C'est un militant qui s'est beaucoup autoproclamé mais qui n'a pas plus d'importance que ça. Voilà. C'est pas parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on s'autoproclame qu'on a de l'importance. La décision de l'UDI est prise. Après, si elle ne contente pas tout le monde, chacun est libre de démissionner du parti quand la décision ne lui convient pas. Et de son côté, Grégory Garestier qui a annoncé aujourd'hui même qu'Erwan Le Gall, qu'il désigne donc toujours comme représentant du Parti radical UDI de Maurepas, devenait officiellement le président de son comité de soutien pour les élections municipales de mars sur cette ville de Maurepas. Autre cas pointilleux, celui de Voisin, le Bretonneux. Alexandra Rosetti, maire adjointe UDI, a choisi de monter une liste contre le maire sortant, l'UMP Alexis Biette. Elle a démissionné de son poste d'adjointe d'ailleurs. Mais Arnaud Richard est prudent. C'est une décision récente, elle nous en a informé, elle nous a écrit pour nous le dire. Nous n'avons pas statué encore sur le sujet puisque c'était très récent, hein, je crois que ça date du 1er octobre. Rassurez-moi, vous étiez quand même au courant? Ah oui, bien sûr, on était au courant. Mais enfin, il y a un moment, il y a tout un processus de décision. Donc il y avait suffisamment de décisions à prendre comme ça dimanche dernier. Mais effectivement, nous aurons à statuer sur ce sujet avec l'UMP et puis avec les forces en présence.
90% des têtes de liste de l'UDI devaient être connues d'ici la fin du mois d'octobre. Avec l'UMP départementale menée par Valérie Pécresse, pour l'instant, les discussions sont ouvertes. Alors avec l'UMP, ça se passe, comment vous dire ? Ça se passe pas trop mal pour l'instant, voilà, et je ferai tout pour que ça dure. Il y a un certain nombre de communes pour lesquelles il n'y a pas de sujet, les sortants, on voit bien quand il y a les maires passent la main, ça se passe plutôt intelligemment. On a même des candidats communs, je pense à Conflans, évidemment à Chanteloup, évidemment au Mureaux. Et puis il y a des situations, on ne mord pas en études, on n'est pas toujours d'accord, donc on essaye de s'accorder et de façon la plus objective possible, dans une matière qui n'est pas objective, d'avoir le meilleur candidat commun. L'idée est quand même d'avoir une union. Donc on doit pouvoir s'accorder, et puis si on ne s'accorde pas, on ira chacun au premier tour avec des accords d'alliance au second. Mais je crois que surtout ce qui est important dans une formation politique, c'est que celles et ceux qui n'auront pas été choisis jouent le jeu. C'est trop facile d'être membre d'un parti politique et quand on n'est pas investi, de dire j'y vais quand même sans le parti. Parce que dans ces cas-là, on ne joue pas avec les règles qui sont celles d'une formation politique. On quitte la politique. Tout au long de cette semaine, nous suivons la 10e mobilisation autour du handicap à Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, jeudi, Philippe Ribière, champion d'escalade, athlète handisport, est venu rencontrer les plus jeunes au gymnase Pierre de Coubertin. Leçon de courage, de passion également. Anthony Reich et Elodie Moine. Je m'appelle Philippe. Je suis né en Martinique en 1977. Je suis atteint du syndrome de Rubinstein-Levy, qui est un polyhandicap avec plusieurs malformations. J'ai été abandonné par mon papa et par ma maman, pour des raisons inconnues. À l'âge de 4 ans, j'étais adopté par une famille française. Et il y a 16 ans, j'ai découvert l'escalade, qui a changé ma vie. En fait, moi j'essaie de transmettre un petit peu aux enfants que c'est la différence sous forme de jeu, parce que je suis quand même quelqu'un d'avenant et de rigolo en quelque part, et j'essaie de leur expliquer à ma façon ce qui n'est pas un problème en fait. Le handicap n'est pas vraiment un problème. C'est pas aussi plus dur de grimper avec mon handicap, c'est juste moi je connais que ça, donc je peux pas comparer avec toi quoi. Mais effectivement, dans le milieu, beaucoup s'accordent à dire que je fais vachement plus dur que ce que font les autres. Quoi. Et puis c'était un fait, je ne vais pas changer. Et puis voilà, je suis satisfait de ça. Et ce que je dis souvent aux enfants, c'est que autant avant mon handicap a été longtemps une source de problème, autant maintenant c'est mon outil de travail. On s'accorde tous à dire qu'une personne handicapée, ouais, effectivement, c'est pas super cool, mais bon, ça s'arrête là. Et je vois pas plus de problèmes que ça, sauf que effectivement au niveau accessibilité pour les trains, taxis, restaurants et tout ça, alors là on est à la masque, on est vraiment en retard. Toujours cette leçon de courage de Philippe Ribière. Du temps gagné à présent pour les usagers avec une convention signée à la Cour administrative d'appel pour la dématérialisation des documents de justice. Yolène Torres, Jonathan Villeman qui nous donne plus de précisions à présent. La juridiction se met à l'ère numérique. Dès le mois de décembre, dans toute la métropole, une nouvelle application va permettre un échange par voie électronique des requêtes, des mémoires ou encore de tous les avis entre la juridiction et les requérants. De même que vous pouvez aujourd'hui remplir une déclaration d'impôt en ligne, de même que vous achetez un billet de train ou un billet d'avion en ligne, vous pourrez à l'avenir, dès lors que vous êtes une administration ou que vous êtes représenté par un avocat, faire de la même façon, saisir le juge administratif en première instance ou en appel par la voie dématérialisée, par la voie de l'Internet en réalité. L'application appelée télérecours, c'est donc plus de rapidité et moins de papier. La convention signée à Versailles avec les bâtonniers va leur permettre de gérer ensemble la future application et d'inciter à son utilisation. Car elle ne sera pas obligatoire, juste recommandée. Justice, les avocats en colère contre la chancellerie. Elle avait annoncé une réforme de l'aide juridictionnelle qui aboutissait à une baisse de l'indemnité versée aux avocats dans ce type de dossier. Des avocats qui discutent depuis pourtant 10 ans pour une revalorisation. Un mouvement de grève avait même traversé le pays la semaine dernière. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles nous donne plus d'explications.
La chancellerie nous a entendus puisque la ministre, vendredi matin, a annoncé qu'elle renonçait à cette réforme qui aboutissait à cette diminution. Les discussions sont réouvertes. Nous avons maintenant à discuter, à négocier avec la chancellerie, non seulement l'abandon de cette réforme, mais une renégociation et une augmentation de l'indemnité qui n'a pas été indexée depuis 2007. Le journal est presque terminé. Je vous propose de revoir l'image du jour. Ce sont les militants socialistes appelés aux urnes depuis 17h et jusqu'à 22h. Ils vont désigner dans leur section les têtes de liste au municipal de mars prochain, comme ici à Saint-Cyr-l'École. Second tour, si nécessaire, 17 octobre. Certaines communes des Yvelines avaient déjà tranché leur tête de liste pour accélérer leur campagne, comme à Montigny avec la désignation de Vivien Gasque. Et dans d'autres communes, situation plus délicate, à Morpas notamment, où les adhérents à jour de cotisation doivent trancher entre l'un des maires adjoints, Hervé Miclot, socialiste donc, et le conseiller général Ismaïla Van, socialiste également. Ils veulent l'investiture de leur parti pour ces municipales. Un dossier sur lequel nous reviendrons demain dans le journal de la rédaction dès 18h. Journal à retrouver devant votre télé, également sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Rediffusion 19h, 22h30, minuit. Excellente soirée et à demain.